pourquoi elle n'a jamais été discutée, parce que c'est un sujet que j'ai étudié par ailleurs. En réalité, les résolutions du Congrès des Amis de l'Union soviétique ont déjà été rédigées une semaine à l'avance, et en réalité, les soviétiques n'étaient pas du tout intéressés à ce qu'il y ait des discussions. Donc là, on a l'exemple typique de l'usage des espérantistes. On veut bien les utiliser, ce sont des masses à conquérir, mais il n'est pas question en fait, d'aller au-delà, en fait, de rompre ce lien du contrôle linguistique. Ma troisième et dernière partie est intitulée « De la fraction communiste à l'international des espérantistes prolétariens ». Le temps, ça va? Parfait. Alors, pendant plusieurs années, comme je l'ai évoqué, la tactique du front unique a permis à la SAT de faire cohabiter dans son organisation des sociaux-démocrates qui représentent 35% des effectifs, des sans-partis, 20%, et des communistes. Le problème, ça va être bien sûr l'adoption en 1928 de la tactique classe contre classe, parce qu'à partir de ce moment, le mouvement classe contre classe, ça veut dire que l'ennemi principal, ce sont les sociaux-démocrates, hein. Et donc à partir de ce moment, le mouvement espérantiste ouvrier va subir, comme la totalité des organisations ouvrières au-dessus des partis, le travail scissionniste de leur fraction communiste. Et ça commence très rapidement qu'à le 8e congrès, hein, il y a le représentant soviétique qui vient et puis qui souligne qu'il viendra peut-être un moment où il nous faudra quitter la SAT, ou bien tous les membres d'autres tendances quitteront la SAT. En réalité, l'anti et tous les gens, ils sont bienvenus dans le phénomène. Donc en réponse, soit ils quittent leur parti communiste, hein, tous les dirigeants de la SAT qui étaient membres d'un parti communiste, ils le quittent, ou ils s'en font exclure. C'est le cas de l'anti, mais c'est aussi le cas de quelqu'un qui s'appelle Révaux, celui qui rêve, mais qui a fait une carrière en France de linguiste, et qui a travaillé ensuite avec Boris Souvarine, Lucien Laura, qui étaient vraiment ces gens, et donc tous, ils quittent le parti communiste ou ils s'en font exclure. Alors, le processus de scission, il est momentanément maîtrisé au niveau international, mais ensuite il va se développer au sein des sections nationales. Les sections nationales ne sont pas en tant que telles membres de la SAT, mais bien sûr ce sont des organisations très importantes pour relayer les journaux. Et dès 1930, donc l'association des espérantistes des pays de langue allemande, qui est la deuxième plus grande organisation, vote le ralliement aux communistes. Et dès ce moment, en réalité, les communistes vont s'organiser de façon tout à fait autonome. Et il y a quelque chose qui s'exerce, qui montre la difficulté. Les soviétiques, en fait, vont bloquer, sous prétexte de modification des règles de transfert de fonds à l'étranger, les avoirs de la SAT en Union soviétique, ce qui fait qu'ils sont tout à fait privés de moyens. Et surtout, ils fondent des structures, des journaux, des maisons d'édition purement communistes, espérantistes communistes, à l'intérieur de la SAT. Et donc ça va aboutir en 1931 la scission. Hein, les communistes font scission de la SAT et vont constituer une nouvelle organisation, une organisation intitulée l'Internationale des espérantistes prolétariens, l'Internationale des espérantistes prolétariens, qui, elle, fonctionne sur la base d'adhésion collective, et donc les grandes organisations d'Union soviétique, d'Allemagne, de Bulgarie, du Japon et des États-Unis, mais aussi de France. Hein. Le grand espérantiste communiste français dans les années 30, c'est un monsieur qui s'appelle Boubou, et en fait représente donc une organisation qui compte plus de 18 000 prolétaires et une trentaine de revues. Mais le problème, c'est que 1932, c'était quand même pas tellement la bonne année, parce que leur plus grande organisation, c'est l'organisation allemande, la maison d'édition est à Leipzig, et le secrétariat est Berlin. 6 mois plus tard, incendie du Reichstag, donc il reste quasiment plus rien de cette nouvelle organisation communiste espérantiste. Puis l'année suivante, ce sont les espérantistes communistes japonais, puis les chinois, et puis c'est la razzia dans les pays d'Europe centrale et balkanique, où les associations espérantistes communistes servent souvent de paravent aux activités des communistes. Il n'y a pas le droit d'avoir une organisation communiste, donc on fait une organisation espérantiste. Ce qui fait qu'à partir de 1934, globalement, on peut dire que c'est une structure qui est presque inexistante. Et donc, à partir de ce moment, l'Internationale des espérantistes prolétariens repose presque exclusivement sur le travail de son organisation soviétique.
Le problème, c'est que l'organisation soviétique, elle a été fortement malmenée, c'est pas la seule, par le premier plan quinquennal. Hein. Les espérantos, c'est quoi? C'est un système d'adresses, hein. C'est une sorte de réseau Internet avant l'heure. Or, comme vous le savez, les 2/3 de la population, dans le cadre du premier plan quinquennal, changent de lieu. Donc, en fait, les espérantistes perdent absolument toute leur base. Puis, le deuxième problème, là, c'est quand même assez intéressant à fonctionner. Comment tuer une organisation? Comment la faire disparaître? Eh bien, en fait, à partir du plan quinquennal, il y a un plan de répartition du papier. Et oups, pas de chance, en fait, les espérantistes ont disparu de la liste et ils ne reçoivent plus de papier. Donc sans papier, ils ne peuvent rien faire parce que l'essentiel de leur travail, ça consiste à écrire ou à faire des journaux. Donc de fait, sans qu'il y ait rien qui ait été dit officiellement, le seul fait de les priver de papier, et à partir du deuxième plan quinquennal, c'est extrêmement difficile de trouver du papier en Union soviétique, ils peuvent absolument plus rien faire. Et donc là, les camarades à l'étranger, français ou hollandais, ne comprennent pas du tout ce qui se passe en Union soviétique, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a aucune aide, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas de congrès. Et en réalité, de 1934 à 1938, hein, ils ne reçoivent absolument aucune information. Et là, en 1937, il y a un espérantiste allemand réfugié en France, il fait cette déclaration assez pertinente. Nous devons admettre que nos camarades soviétiques ont des difficultés sur lesquelles nous pouvons faire un certain nombre de suppositions, mais sur lesquelles nous n'avons pas d'informations. Conclusion. Il pourrait y avoir une multitude de facteurs qui amènent, qui expliquent les difficultés des espérantistes. Et il est tout à fait clair qu'il y a chez ces espérantistes, qui l'on voit avec l'idée espérantiste, c'est valable pour Zamenhof, mais c'est aussi valable chez Lanty dans une forme laïcisée, quelque chose de plus qu'un instrument de communication. Il y a une sorte de mystique universaliste. En réalité, ce n'est pas ça qui est le plus problématique pour les communistes. Le vrai problème qui se pose pour les espérantistes soviétiques, c'est qu'en 1936, il y a un membre du comité central du Parti communiste soviétique en charge des questions culturelles qui s'étonne de découvrir l'existence de cellules espérantistes dans quelques usines d'armement à Sébastopol, Leningrad et Moscou. Le même s'inquiétait que la correspondance des espérantistes soviétiques avec l'étranger avait pris une large dimension, en particulier, et c'est bien sûr un facteur aggravant, dans les régions limitrophes de Biélorussie et d'Ukraine. Or, le problème, c'est qu'il n'y a absolument personne parmi les dirigeants soviétiques qui connaissent cette langue. Et en fait, là, ils sont dans une situation de panique de découvrir qu'il y a des gens qui, à partir des usines d'armement, convergent avec des gens. Alors, bien sûr, officiellement, ces correspondances, hein, c'est les PEC, c'est les correspondances ouvrières espérantistes, elles sont passées sous le contrôle de l'organisation soviétique espérantiste. Mais en fait, les communistes soviétiques n'ont absolument aucune confiance à l'égard de ces espérantistes soviétiques, et c'est une citation, dont la situation et l'origine sociale n'ont pas été vérifiées, dont nous ignorons les connaissances linguistiques et la préparation politique, et dont surtout nous ne comprenons pas un mot de ce dont ils racontent. Donc là, le vraiment problème, maintenant il y a un État qui est un peu paranoïaque, et là on est à 36, 37, et il y a bonne raison, et là quand ils découvrent que dans des usines d'armement, en fait, il y a des ouvriers qui échangent avec des camarades en Allemagne, ouf, très très chaud. Donc, c'est la même année, Dresden d'ailleurs, c'est pas pour cette raison, mais il est tellement lassé, donc le président des espérantistes soviétiques, ça fait 14 ans qu'il écrit des lettres à l'international, qu'il renvoie au Parti communiste, puis au Parti communiste qu'il renvoie à l'international, donc il démissionne en 1936, il est arrêté et fusillé l'année suivante sous qualificatif, c'est très intéressant, pas pour espérantiste, pas pour pratique espérantiste, mais pour espionnage. Pour espionnage, hein, c'est le terme qui est utilisé, et en réalité, en 6 mois, la totalité des cadres du mouvement espérantiste soviétique, mais aussi des espérantistes étrangers qui étaient réfugiés en Union soviétique, sont arrêtés. Là, ce qu'il faut dire, néanmoins, c'est que ce destin n'a alors rien de typiquement espérantiste. Il est aussi celui des philatélistes prolétariens, qui ont aussi des échanges avec l'étranger dans l'histoire de timbre, ou les spécialistes de radeaux prolétariens, ils y passent tout. Et aussi les concurrents des espérantistes, les intellectuels polyglottes, les Rákosi, les Pepper et tout ça, qui
qui étaient justement leurs concurrents, eux-mêmes disparaissent. Et là, pour souligner, c'est qu'en fait, à aucun moment, il n'y a de condamnation officielle des espérantistes en tant qu'espérantistes. C'est toujours au nom d'un même prétexte. La Société des espérantistes soviétiques, d'ailleurs, n'est pas officiellement supprimée. J'ai trouvé un ou deux documents de télégrammes qui avaient été envoyés en 1938 dans le contexte de la guerre d'Espagne. Et l'Internationale des espérantistes prolétariens tient un dernier congrès à Paris en 1938. Et c'est véritablement le pacte germano-soviétique, puis la Deuxième Guerre mondiale, qui vont mettre un terme à ces associations, sans néanmoins mettre un terme à l'activité de ces militants. Dernière phrase, en septembre 1947, quand se fonde le Cominform, donc non plus une internationale communiste, mais le Bureau de liaison des communistes, je vois José Lolkowski dit, il y a deux langues officielles, le russe et le français. La totalité des gens parlent le russe, sauf le français, et je crois que plus personne à ce moment n'aurait imaginé qu'on puisse poser la question d'une langue internationale qui ne serait pas le russe. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vous propose, merci Jean-François, tu as tenu le temps et tu as parfaitement comment dire, rempli ton contrat en nous apportant des éléments tout à fait neufs pour la plupart. Enfin moi en tout cas, j'étais vraiment largement ignorant de tout cela et je crois que je ne suis pas le seul. Donc plein de curiosité et je vous propose qu'on prenne une dizaine de minutes pour discuter, échanger, poser des questions sur ce thème de l'espéranto, enfin sur la communication de Jean-François. Oui, merci. Pardon. Oui, je veux juste vous demander une précision pour votre passionnant exposé. Pourquoi cette animosité des communistes, notamment russes, contre les espéranto? Vous l'avez souligné, bien sûr, mais un peu éparse. Quel est vraiment le fondement de ce refus total? Et puis en termes de rapport de force, les espérantistes, quelle est leur force? Est-ce qu'ils ont des écoles? Comment ils font, etc. Combien de divisions? Est-ce qu'on fait circuler les questions comme ça pour, en plus, comme ça, Jean-François, il souffle un peu. José? Très brièvement, est-ce qu'il y a eu, as-tu connaissance de clandestins pendant la Seconde Guerre en France? Parce que c'est là-dessus que je pense pratiquement, en espéranto. J'ai l'impression qu'il y en existait en Belgique, mais je connais mal. Mais est-ce qu'il y en a eu en France? Maurice, je voudrais ajouter un détail un tout petit peu complémentaire. Au cours de la guerre, il y a Varga et son équipe qui avaient continué à travailler. Et au cours de la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. Et ils allaient continuer à travailler sur l'économie pour essayer de montrer que l'Allemagne ne s'en sortirait pas dans la guerre. Mais ils travaillaient en allemand. Qui était en fait la langue internationale bien plus répandue que l'espéranto. Et Varga a été attaqué par Zdanov et d'autres. Comment ça se fait que ces gens-là parlent en allemand et écrivent, communiquent en allemand? Et il a fallu qu'ils réagissent parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont été arrêtées. Mais heureusement, quand même, Staline, qui à cette époque-là écoutait et savait ce que Varga faisait, donc ne l'a pas, n'a pas suivi Zdanov et n'a pas fermé les études de centres d'études qui travaillaient en allemand. Par contre, il a utilisé Varga pour aller voir les généraux prisonniers qui avaient, parce qu'ils avaient ramassé pas mal de prisonniers allemands, pour qu'il aille les travailler pour faire des cadres pour la suite. Alors, ce que tu as dit à la fin, évidemment, on ne parle plus une autre langue que le russe à la fin. Dans le journal de Dimitrov, juste une remarque complémentaire, cet épisode, Dimitrov le relate et dit justement Varga était menacé, il a envoyé son ouvrage directement à Staline, il a rencontré Staline, il est sauvé.
Cette forme-là, dans le journal de Dijon. Oui, je te dis. Oui, Encore. ça serait intéressant peut-être que tu rappelles la question que je te posais sur les rapports d'espéranto et la pédagogie Freinet. J'avais travaillé sur l'éducation nouvelle et c'est dans des congrès Freinet que je les ai rencontrés. C'est pour ça que j'ai pu mieux comprendre la précédente intervention. Encore une question, Jean, au fond, avait sur le monde rural et l'anglais. Non, on y reviendra tout à l'heure. Une provocation. C'est un souci avec une perche, donc t'inquiète, Non, la question fondamentale, c'est celle de la traduction et des transferts. C'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'on laisse transparaître ou pas. Et la question que tu montres bien, la volonté de contrôler empêche véritablement une libre circulation de la parole. On est au cœur d'une parole contrôlée, ou en tout cas d'une parole formatée. Et c'est ça qui est il y a le moment d'ouverture, ça il n'y a aucun souci, mais dès qu'il y a la logique de bolchevisation et surtout classe contre classe, on est dans une logique de fermeture et donc de contrôle total. Ça c'est ce que tu montres bien. En revanche peut-être une question, mais c'est à la fois parce qu'il y a une de nos étudiants qui travaille là sur les Françaises au Comintern et en particulier sur les traductrices. Et est-ce que toi, tu as pu, concernant la Suisse, mais pas seulement, et d'autres pays, faire ces portraits de traductrices, parce qu'elles sont de plus en plus nombreuses. On voit au 7e congrès, par exemple, du film qui est sur Ciné Archives, on voit les cabines de traducteurs, on a les photos dans les archives de Comintern sur les traducteurs, et là peut-être qu'il y aurait ça va dans ton sens, mais c'est sur ce personnel. Alors je sais bien, c'est un peu décalé par rapport à ton exposé. Monsieur, pardon. Et puis après, je repasse la parole à Jean. Oui, une remarque générale sur l'espéranto qui condamnait dès le départ son destin et sa réussite comme langue internationale et même comme langue tout court. Langue internationale, que ce soit dans le code du Comintern ou de n'importe quel autre, c'est que l'espéranto n'est la langue maternelle de personne. Donc il ne peut pas devenir une langue à former une langue internationale. C'est exactement ce que dit toujours le délégué français à la Société des Nations en 1919, avec le résultat qu'on sait un siècle plus tard. Oui, donc on aurait pu se rendre compte tout de suite, pour des raisons linguistiques, que l'espéranto ne pouvait pas être une langue internationale. Moi, je ne partage pas cet argument, mais je l'ai entendu souvent. Ouais. Alors, effectivement, le terme de langue internationale, une précision, on parle de langue internationale auxiliaire ou de langue internationale artificielle. Et effectivement, dès la fin des années 20, ils voient le vent tourner, et notamment ils ont le soutien du grand linguiste soviétique Mar, en fait, qui dit, il faut que vous fassiez attention là sur cette question, c'est l'idée de langue auxiliaire, donc qui effectivement n'est par définition une création, une langue artificielle. À mon sens, c'est justement parce qu'elle est la langue de personne qu'elle aurait pu avoir une chance de devenir la langue de tout le monde, alors que ce qu'on voit après, sinon, il n'y a personne qui accepte spontanément la langue de nom, si c'était dans le résultat d'un rapport de force, que nous subissons quotidiennement par rapport à l'anglais. J'aimerais juste faire un petit parallèle sur Jean Saut. Tout ce que j'ai dit sur l'international comme niche, je peux le dire aujourd'hui sur le monde universitaire. Et disons clairement, j'en suis la caricature, moi en tant que Suisse, que le français, l'allemand, un peu le russe, tout ça. En réalité, le capital linguistique est indissociable aujourd'hui pour les gens, c'est notre génération encore plus sur les choses. C'est qu'en réalité, cette question on se met, et moi je le vois dans les colloques, on se met systématiquement dans un rapport de force, de faiblesse vis-à-vis de nos collègues anglophones, où nous sommes obligés, par exemple, des colloques sur la Russie, les Russes sont obligés de parler en anglais, nous on est obligés de parler en anglais, puis il y a des gens qui ont passé 3 mois en Russie, puis sous prétexte qu'ils sont à Francfort, puis en plus dans les débats c'est eux qui gagnent, parce que bien sûr c'est leur langue maternelle. Donc je dirais ce que vous dites, c'est à la fois la cause de l'échec, la question a été posée, mais à mon avis, on a mal estimé. Quand j'envoie la déclaration 1920 à la Société des Nations Edmond Privat, qui est encore un de ces Suisses de la Chaux-de-Fonds, comme d'ailleurs Suzanne Giraud, qui vient aussi de la Chaux-de-Fonds, et c'est typiquement un problème de minoritaire, c'est pas un hasard, Zamenhof, il vient d'où? Bialystok. Bialystok, c'est un royaume de Pologne. Il racontait, Zamenhof, quand il sortait de chez lui, il voulait aller acheter le pain, il devait parler en yiddish, il voulait aller chercher des graines, il devait parler en ruthène, il voulait aller traverser la rue pour bosser, il devait parler en ukrainien, et puis de toute façon, s'il voulait avoir un job, il fallait avoir l'allemand. Donc en fait, ça s'impose à des gens qui sont confrontés à ça en permanence. Et moi, je pense que le discours du représentant français à la SDN en 1920, il ne pourrait y avoir qu'une langue internationale qui ne sera pas une langue interfiliale, qui sera le français.
Si on fait un peu la distance, et là je le dis pas en tant qu'étranger, mais je le dis en tant que francophone, et donc totale solidarité avec vous, en réalité nous avons perdu. Nous avons perdu. Et tout ce que je viens de dire là sur la direction internationale communiste, on peut dire exactement la même chose maintenant sur la recherche internationale. Vous le savez, les débats en France, c'est pas direct ce qui vous intéresse aussi, mais maintenant, les projets de recherche, on doit les faire en anglais. Et donc voilà la conséquence de ce qui me semble être le ratage. Et là, je pense que les camarades belges qui ont l'habitude de vivre comme nous dans des environnements linguistiques minoritaires, eh ben, somme toute l'espéranto, des fois j'ai des regrets. Je le dis honnêtement. Je le dis honnêtement. Je peux répondre aux autres questions par ailleurs. Questions, oui, Après, il y aura une petite série encore de questions. Après, on passera à bon. La question des traductions, tu as tout à fait raison. En fait, c'est en creux. C'est tout à fait fondamental. Je ne l'ai pas développé ici, ce n'était pas le cas, mais c'est un très bon sujet. Pour être tout à fait honnête, j'ai espoir que notre collègue Diara Diakonova, qui est là, qui veut ces questions, les femmes dans l'international communiste, moi je pense que c'est une dimension qu'il devrait avoir. Il ne faudrait pas aborder, je ne dis pas aujourd'hui, mais pour des projets futurs, les femmes comme question internationale, mais les femmes comme travailleuses de l'international, et tu as tout à fait raison de le dire, elles sont dominantes. Je crois qu'il y a vraiment quelque chose à faire dans cette direction. Alors, je vais revenir avant la première question, la question de l'hostilité qui m'a été posée des communistes russes. Il n'y a pas d'hostilité des communistes russes, il y a l'hostilité des intellectuels communistes. L'ouvrier communiste de base, il n'a pas de souci à l'espéranto. Lui, il comprend que c'est sa chance. Ceux qui sont hostiles, c'est tous ceux que je viens de citer. Les militaires, les Pagani, les Kuhn, les Radek. C'est leur business. C'est leur monopole. Eux, ces gens, ils sont hostiles parce que c'est ce qui fait qu'ils sont là où ils sont. Et c'est évident. La phrase des espérantistes que demander aux intellectuels polyglottes le choix d'une langue internationale, c'est comme demander aux cochers s'ils sont pour l'introduction d'une voiture. Moi, je trouve que le problème, il est bien posé. Donc, en fait, il y a une hostalité, les gens, ils sont menacés. C'est comme, on pourrait dire, quand il y a eu l'euro, on a supprimé les bureaux de change, c'est sûr que les gens qui avaient un bureau de change, a priori, ils étaient contre l'euro, parce qu'ils ont perdu leur job. Moi, j'ai envie de dire que les intellectuels polyglottes, c'est la même chose. S'agissant du pourcentage, les espérantistes représentent au début du XXe siècle 95% des pratiques en langue internationale. En revanche, la quantification, et si ça c'était votre question, est extrêmement difficile. Nous savons seulement ceux qui sont inscrits. Le problème, c'est que dans la plupart des pays, c'était des mouvements clandestins pendant très longtemps. Donc en fait, le nombre exact, l'approximation est assez difficile à faire. Ce qui est sûr, c'est que je l'ai dit, les idistes, ils sont omniprésents dans toutes les structures, alors qu'en réalité, au niveau international, c'est 2%. Là, il y a vraiment le décalage. Et d'ailleurs, sociologiquement, ce ne sont pas les mêmes. Les idistes sont généralement des universitaires à la différence des autres. Troisième question, c'était... j'arrive plus à me relire là. La question... c'était... la résistance. Oui, il doit y avoir... Alors, j'en ai entendu parler, et notamment, on trouve... Il y a deux moments qui sont très poussés pour l'espéranto. C'est la Première Guerre mondiale. Et qu'est-ce qu'il faisait l'anti? Il était ambulancier. Vous savez que se constitue à Bâle, puis à Genève, l'Office international des prisonniers de guerre. Et là, on se rend compte, notamment pour vos prisonniers qui viennent des colonies ou qui viennent du Liban ou tout ça, qu'il y a quand même un problème de langue. Donc, du coup, là, ça marche très bien. Il y a une première poussée très forte, là, justement, pour toutes les questions humanitaires. Alors après, le CICR est bien en arrière parce que c'est un peu sulfureux, hein, cette langue d'un juif polonais, supranation, un peu religieux, tout ça. Mais en fait, ça marche bien dans un premier temps. Et je retrouve des traces, la même chose pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans les milieux des comités, dans les milieux humanitaires, et effectivement, qu'il y a des réseaux de résistance. Mais ce n'est pas un aspect que j'ai personnellement travaillé. Je vous renvoie au magnifique ouvrage de Frédéric Lins, Die gefährliche Sprache, la langue dangereuse, qui malheureusement, là les collègues français faudrait le faire, qui n'a jamais été traduit en français, qui est un ouvrage à mon avis fascinant, la langue dangereuse, et qui fait l'histoire du mouvement espérantiste de la fin du 19e siècle et les mouvements politiques. Autre question, les liens entre, oui, espérantiste et Freinet, monsieur. Vous avez raison, c'est tout à fait ces millions. Moi, la première fois que j'ai entendu parler de l'espéranto, c'est quand j'étais élève à l'école publique, où j'étais à Genève, il y avait une école Freinet. Donc c'est exactement ce même type de milieu, avec l'idée très intéressante, me semble-t-il, de supprimer tous les intermédiaires. C'est pour ça que je fais un peu le parallèle avec Internet. En fait, le fantasme des espérantistes, c'est un peu comme Internet, c'est d'avoir
un carnet d'adresses de gens dans le monde entier à qui on peut écrire, puis au lieu de faire Google Traduction, bah, voilà, on utilise cette langue intermédiaire. L'onglet de Google Traduction, d'ailleurs, on a la langue parlée par personne aussi, elle est aussi artificielle, me semble, l'espéranto. Bref, d'essayer de faire ce réseau. Et ces gens sont effectivement très sensibles, et notamment parce que Freinet, vous savez, qu'est-ce qu'il fait? Il encourage, donc c'est un instituteur français, l'auto-éducation, qui est dans un village de Provence, et ça se passe mal pour lui, parce qu'il propose à ses élèves d'écrire des cartes postales, d'avoir une correspondance, pas des cartes postales assez chères, mais une correspondance avec des élèves de l'Union soviétique. Bien sûr, pour que les élèves français et les élèves de l'Union soviétique qui se parlent, ils écrivent en quelle langue? En espéranto. Donc il y a vraiment une logique d'utilisation, et c'est effectivement dans ces lignes de liberté. J'ai fait une allusion à l'opposition ouvrière, mais c'est vraiment un peu ce milieu ouvriériste. J'ai cité Robert Guinoff, qui est très nettement un anarchiste, beaucoup plus qu'un communiste, Lanty. Je suis surpris de ne pas avoir croisé Mona Terosmer ou Victor Serge. Ce sont ces milieux avec l'idée, pas de chef, un discours à la fois dans la critique des intellectuels, dans la critique des polyglottes. Il y a non seulement la critique des gens qui monopolisent les postes, mais il y a l'idée que ces gens sont des chefs de notre mouvement. C'est nous les ouvriers, ce sera à nous de diriger. Et donc ils insistent beaucoup sur cette dimension. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut qu'on tienne le temps. Je vais passer la parole à Maurice Andreu. Repasse-moi Maurice Andreu qui va nous parler de l'analyse économique, de la crise générale du capitalisme et la direction de l'international lorsque Boukharine est aux affaires, si on peut s'exprimer ainsi, de 1926 notamment à 1928, mais un peu plus largement. Ce que je veux dire aussi, c'est que Maurice Andreu a travaillé et travaille de façon, on va dire, pas circonstancielle, mais pérenne, sur les textes et la pensée de Boukharine, sur ses écrits. Il a publié ses lettres, mais il a aussi fait une recension tout à fait exhaustive de l'ensemble de ses articles et de ses productions dans la presse communiste internationale. Et de ce point de vue, ça permet encore d'enrichir une démarche qui, disons, intéresse les chercheurs sur l'international communiste depuis le début des années 80, avec le livre fondateur de Stephen Cohen, et puis de toute une série d'autres ouvrages. Et toi, tu apportes des éléments justement nouveaux dans ce grand chantier autour de Boukharine. Si vous ne connaissez pas l'espéranto, mais si vous connaissez le français et un peu l'anglais, vous pouvez trouver 175 textes de Boukharine, à peu près, je crois, les statistiques. Mais il en manque encore, beaucoup. Parce que dans la bibliographie qu'Edler a faite des textes dans toutes les langues de Boukharine, il y a 3000 Voilà. Boukharine a été un responsable de l'international communiste pendant une dizaine d'années. Et l'international communiste n'a d'ailleurs duré que 23 ans, ça fait quand même pas mal de temps pour l'histoire de l'international. Et je dirais qu'il y a des histoires de l'international, même je dirais la meilleure, la plus complète, celle de Brouet, dans laquelle, si vous cherchez qu'est-ce qu'a fait Boukharine dans l'international, il en parle de temps en temps, enfin, il ne l'ignore pas, mais vous ne trouverez rien de précis sur ce qu'il a fait, en particulier sur la période où il a été le responsable de l'international, puisque à partir de 1926, Zinoviev, qui avait espéré qu'il resterait chef de l'international, se fait virer, et c'est Boukharine qui le remplace. Donc il va le remplacer pendant 22 mois. Ça ne dure pas très longtemps. Et c'est sur cette période-là donc, que je vais concentrer mon exposé. Du point de vue, les éléments de l'exposé sont divisés en 3 points. Il y a d'abord le point de la prise de fonction. On va essayer de voir ce que Boukharine a voulu faire, c'est en novembre 26. Ensuite, on va voir ce qu'il a fait, ce qu'il a rencontré, c'est-à-dire uniquement des difficultés. Il n'y a eu que des difficultés, et des difficultés gravissimes, jusqu'à la fin de l'année 1927.
et le début de l'année 28. Et au début de l'année 28, on arrivera à la troisième partie. Là, il rencontre une difficulté absolument majeure, c'est que le bureau politique, il est minoritaire et il va résister pendant 6 mois à 1 an contre les mesures exceptionnelles que proposait Staline, des choses de ce genre, mais évidemment, il ne réussira pas à y résister. Et dans l'international communiste, tout ce qu'il aura tenté, alors que se passe le 6e congrès international, tout ce qu'il va tenter va être extrêmement important, je vais en parler, mais je crois que vous ne le savez pas, que ça a été complètement oublié. Et immédiatement. Voilà. Alors, c'est une histoire que j'ai placée là, tout à fait du point de vue de Boukharine, donc vous voyez. Donc ça commence par un épisode tout à fait optimiste. Il est persuadé qu'il est capable de relancer l'international communiste, et, après les confusions que Zinoviev a entretenues, et il commence donc par donner une leçon de matérialisme historique dans un texte d'une centaine de pages A4, un gros texte, qui s'appelle Stabilisation capitaliste et révolution mondiale, et qui est présenté avant le comité exécutif de l'international, dont il va présider l'activité, il va diriger. C'est la première fois, c'est sa première activité comme chef. Jusque-là, il était important, mais on en parlera peut-être une autre fois. Alors, cet exercice de matérialisme historique, je ne vais pas entrer dans les détails, ça n'est pas nécessaire. Je vais essayer de parler de ce qui est nouveau et de ce qui ne change pas. Ce qui est nouveau à ce moment-là, c'est qu'il va employer le terme stabilisation sans fioriture. Il va même, je recommande cette lecture, c'est très bien ce qu'il fait sur la stabilisation, puisqu'il voit bien toutes les limites de cette stabilisation. Donc, les économies capitalistes, en 26, se portent de mieux en mieux et ont retrouvé les niveaux d'avant la guerre. Et ça, il le reconnaît, ce qui est une véritable nouveauté. Mais il conserve l'essentiel de la doctrine fondatrice de l'international, que je résume comme ça. La guerre mondiale a été la cause d'un changement structurel déterminant. Alors, dans son langage, c'est un appauvrissement inouï. Il a entraîné une insuffisance chronique de la consommation des masses par rapport à la production potentielle. On pourra discuter ça du point de vue théorique, mais c'est effectivement quelque chose qui a l'air d'être la crise. Donc, derrière la stabilisation, la crise continue. Et il emploie des mots très précis, il dit qu'il y a une crise particulière et spécifique. On n'en est pas du tout à parler de crise générale. Et les rapports entre toutes les parties du monde sont déterminés par la question des débouchés. Il faut trouver de quoi vendre, puisqu'il y a la production est plus grande que la consommation. Et cette crise des débouchés donc, stimule la concurrence des impérialistes, la lutte de classe, et il y aura, bien sûr, un prochain cycle de guerre et de révolution. Je souligne que Boukharine, à ce moment-là, dit exactement la même chose que ce que Zinoviev avait dit, et exactement la même chose que ce que Staline dira dans son texte sur l'économie mondiale de 27. Exactement pareil. La question déterminante, c'est la question des débouchés. Elle détermine toute la situation mondiale. Du point de vue de l'analyse économique, Boukharine avait quand même d'autres arguments à faire valoir, on le verra. Deuxième nouveauté, il fait un effort que je qualifie de scientifique, donc sur 4 points, 4 sujets. Et il y a 3 sujets. Dans un autre discours, il les avait appelés les brèches dans le monde capitaliste, dans le système capitaliste mondial. Et il y a donc 3 brèches qu'il analyse de près. Et puis, il y en a une de plus, qui est la rationalisation dans les pays capitalistes développés, c'est-à-dire la base technique et économique de la stabilisation. Alors, je vais aller très vite, c'est quelques mots simplement sur chacun de ces sujets. Quelle est la première brèche? C'est l'URSS.
Alors là, très très important, il adopte un point de vue complètement original. Il étudie les relations entre le monde capitaliste et le seul pays passant au socialisme. Vous voyez bien ce que quand je le dis, ce n'est pas du tout le socialisme dans un seul pays. C'est pas ça. Il essaye de voir quelles sont les relations, donc les interactions entre le. Alors, il essaye de faire ça, mais évidemment, il y a idéologiquement un énorme optimisme. Mais ce qui est quand même très intéressant, donc, c'est que ce n'est pas un corps étranger comme ça, c'est un corps étranger qui a des relations avec le système capitaliste et, comme il est optimiste, elles lui seront toujours favorables. Il faut comprendre quelle est l'origine de cette réflexion. C'est en fait un texte de Trotsky de 24 qui s'appelle « Vers le socialisme ou vers le capitalisme », où il y avait cette démarche. Et Trotsky était un petit peu moins optimiste en 24 et il était devenu très pessimiste en 26. Alors c'est tout à fait intéressant, mais je n'ai pas le temps de le développer. Bon, le deuxième point faible, il est bien connu, c'est l'Empire britannique et qui était menacé par la grève des mineurs et donc les ouvriers se radicalisent. Le troisième point, c'est la Chine, qui est en train d'être conquise par un front national révolutionnaire de plusieurs classes, qui devrait détruire le féodalisme chinois. Et si ce front anti-impérialiste tient bien, et tient bien les impérialistes à l'écart, la Chine, alliée à l'URSS, pourrait être entraînée directement dans la voie d'un développement non capitaliste. C'est une vieille idée qui est déjà sortie au début des années 20, et il y pense, il en parle. Sur chacun de ces points, il y a de la véritable recherche. Il est allé chercher des statistiques sur la Chine, c'est rigolo, mais c'était dur. Mais il y a, ça se lit avec beaucoup d'intérêt. Et enfin, la rationalisation, ça c'est pour les pays où il y a la brèche n'est pas ouverte encore, mais il faut voir comment le monde capitaliste a changé et pour avoir des luttes économiques plus sérieuses. Et le point de vue de Boukharine, c'est qu'il faut faire une lutte, non pas contre la rationalisation, c'est très bien la rationalisation, le socialisme le recommande, mais contre les conséquences de la rationalisation qui aggravent la condition des ouvriers. Voilà, donc il y a déjà trois colonnes, comme il dit, qui s'avancent vers le capitalisme, et il y a maintenant un nouveau front qui pourrait s'ouvrir. Donc la situation stratégique de l'international est bonne pour quelqu'un qui s'installe à la position, à la place du chef. Ce qui est remarquable quand même, c'est qu'il insiste beaucoup sur la différenciation des situations. La révolution mondiale est un processus long. Il y aura une combinaison de luttes très variées. Voilà. Et ça se voit dans, je le résume à la louche, là, en parlant très rapidement, ça se voit dans la combinaison de tactiques qu'il propose. Elle est extrêmement différenciée. C'est assez frappant. Il y a des éléments de droite, très clairs. Donc, investissement dans le travail syndical, évidemment l'alliance avec les nationalistes révolutionnaires bourgeois en Chine. Mais il y a des points de vue de gauche aussi très clairs, front unique uniquement à la base, l'indépendance des partis communistes, c'est fondamental. Et pour gagner les masses, dans tous les cas, il faut combattre les sociodémocrates. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas remis en cause dans l'histoire de l'international, c'est la nécessité de la bolchevisation. Et Zinoviev disait que pour être bolchevique, il faut haïr autant les bourgeois que les sociodémocrates. Voilà, donc est-ce que la combinaison d'orientation un peu à droite et d'orientation un peu à gauche de Boukharine, qu'il essayait manifestement de mettre sur pied, est-ce que ça peut marcher? On va le voir tout de suite. Comme je vous ai annoncé dans la deuxième partie, donc l'année où il croit être le chef de l'international,
hein, il ne rencontre que des difficultés. Il en rencontre dès le premier jour de la réunion du comité exécutif de l'international. Il n'est pas suivi par les cadres de l'international. Alors, je ne prends qu'un seul exemple, c'est Lominadze, un jeune extraordinairement brillant d'ailleurs, qui est mort à la fin des années 30, mais c'était normal. Et donc, Lominadze, ben oui, la majorité d'entre eux sont tous passés à gauche. L'arme à gauche. Avec quelques autres jeunes, ils disent mais comment la rationalisation il faut y opposer le socialisme, la dictature du prolétariat. Il dit des choses assez amusantes comme le fait que quand une usine est fermée, le capital est détruit. Ça fait rire Boukharine. Mais il y a une telle opposition que Boukharine est obligé d'amender ses thèses et donc contre la rationalisation, il faut réclamer la dictature du prolétariat, le contrôle ouvrier. Donc si vous voulez faire l'union avec les syndicalistes réformistes, ça paraît compromis. Ensuite, bon, je passe là-dessus, tout le monde le sait, je pense, l'histoire s'est chargée de démolir complètement les bases même de sa politique. Les Anglais, pour les Anglais, la grève des mineurs s'arrête. En Chine, Chiang Kai-shek et les autres Kuomintang massacrent les communistes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je ne rentre pas dans les détails. C'est tellement grave que dans le cas de Boukharine, il n'arrive plus à en parler. C'est extrêmement difficile. Et enfin, en juin, la Grande-Bretagne expulse les espions soviétiques, il va y en avoir, je pense, et rompt les relations diplomatiques avec l'URSS, ce qui fait que Staline s'empare de cette agression de l'impérialisme britannique pour accélérer l'exclusion de l'opposition, c'est les complices de Chamberlain, et les préparatifs militaires. Boukharine est évidemment obligé de suivre, d'ailleurs il est d'accord, et ça entraîne des perturbations économiques immédiates dans les pénuries, etc., et qui sont à l'origine d'un enchaînement fatal qu'il va y avoir, la militarisation de l'économie soviétique. C'est extrêmement important. Alors, vous voyez un peu, au bout de 6 mois, donc il n'y a plus rien. Et il va essayer quand même de recoller quelques morceaux. Alors il le fait sur 2 points, je vais aller le plus vite possible. En août, dans un comité central élargi du parti communiste, ça ne se passe plus à l'international, ça se passe dans le parti. Il propose une vision plus optimiste de l'agression, des risques d'agression que connaît l'Union soviétique à ce moment-là, la menace de guerre. Il y a peut-être plus de menaces de guerre, mais ça s'explique parce que le capitalisme s'est consolidé. Donc il reprend l'analyse de la stabilisation un petit peu et il admet que cette stabilisation est plus forte. Mais en face, c'est ça la source de son optimisme, les pays socialistes, les pays socialistes, il disait les pays socialistes, le pays socialiste s'est encore plus renforcé. Voilà, donc il peut espérer, il a un ton moins pessimiste et moins inquiet que... Ensuite, il faut attendre le 15e congrès pour avoir une autre innovation, quelque chose d'assez important d'ailleurs. Le 15e congrès a lieu en décembre. Il arrive après les épisodes dramatiques de l'expulsion, des manifestations de novembre de l'opposition, l'expulsion là, la crise est terminée avec l'opposition en principe. Mais il faut voir la photo des membres du Congrès. Ils se sont fait prendre en photo au moment de ce congrès, là, de ce 15e congrès. Et
tous ces hommes font une gueule, comme vous regardez bien la photo, qui indique bien qu'ils sont solidaires, mais extrêmement, très, très éprouvés, je pense. Alors, donc à ce congrès, il est chargé de présenter la situation mondiale. Il est le représentant de l'international communiste à l'intérieur du parti. Alors, il le fait, c'est un très long texte. Et le point que je veux souligner, c'est qu'il s'intéresse avec beaucoup de nuances à la concentration des capitaux, à l'interpénétration des capitalistes et de l'État. Et il dit qu'il y a une tendance au capitalisme d'État qui est en train de renaître. Alors, comme Boukharine s'attend à ce qu'il ait des ennuis. En effet, il y a une bonne raison. Le terme capitalisme d'État, dans les discussions du Parti communiste soviétique, est devenu tabou depuis le 18. Il y a eu une querelle terrible et on ne peut plus employer le terme capitalisme d'État. Je pourrais expliquer pourquoi dans le détail, mais il a décidé quand même d'en parler. Lénine lui avait reproché tout un tas de choses et lui-même avait reproché trop de choses à Lénine. Il a décidé d'en reparler et il le fait. Et immédiatement, en effet, Lozovsky et Chkaskin de l'Internationale communiste des jeunes lui tapent dessus en disant le capitalisme d'État, mais non, il y en a, ça n'est pas revenu, etc. Il est très très vivement critiqué, ce qui est quand même assez rare d'être très vivement critiqué quand on est le numéro 2 du parti. Et il leur répond, en fait il avait réussi son coup, tout ce que vous avez dit pour me dire que c'est limité, qu'il n'y a pas le capitalisme, c'est ce que je veux dire. Mais une tendance commence à réapparaître dans les pays capitalistes développés, on tend de nouveau vers le capitalisme d'État. Mais c'est par en bas, cette fois. Alors pourquoi est-ce qu'il veut réintroduire le capitalisme d'État? Eh bien, c'est parce que l'explication de la guerre par la lutte pour les marchés, c'est nul pour lui. L'explication de la guerre, elle est beaucoup plus profonde. Depuis 1915, en fait, depuis l'impérialisme, l'économie mondiale et l'impérialisme, il a compris que la guerre fait partie des formes de concurrence entre des trusts capitalistes nationaux, comme il disait à l'époque, qui tendent vers le capitalisme d'État. Et donc, les analyses à court terme sont insuffisantes, il faut s'intéresser à ce qui se passe dans les structures même de chaque économie nationale impérialiste. Et voilà, il veut poser ça pour pouvoir avancer. Voilà, donc ça. Alors, à ce moment-là, donc vous voyez, on est en décembre 27. À ce moment-là, toujours dans le même texte, il essaye de relancer sa combinaison de positions un peu à droite, un peu à gauche. Il essaye de le faire mieux, d'ailleurs. Il essaye d'avancer des idées, mais je crois qu'elles étaient un petit peu, de circonstances. Dans la même veine que ce qu'il avait dit au mois d'août, il dit que les progrès de la stabilisation et les tendances vers le capitalisme d'État renforcent l'influence des sociodémocrates et des communistes. Je pense que c'est de la rhétorique. Mais il en conclut que la politique de conquête des masses qui doit bien sûr être faite est possible, mais il doit y avoir toujours une... Excusez-moi, je suis un peu fatigué.
Oui, peut-être que je vais le prendre. Voilà. T'as vu, c'est pas une bouteille de plastique. Hein. C'est ma fille qui m'a permis. Ah, c'est bien, t'as interdit. Merci. C'est pas mal, ça, c'est de l'eau suisse, ça. Voilà. On la parle de service. Voilà. Bon, en un mot, donc il recombine un petit peu l'action dans les syndicats, etc. Il précise que le contrôle ouvrier et les nationalisations sont des mots d'ordre qui sont réservés pour les situations révolutionnaires. Là, cette fois, il ne veut pas se faire reprendre. Et le point, quand même, important, c'est qu'il reste à gauche. Hein, c'est l'époque où il lance la première version de la lutte classe contre classe, hein, avec le refus de désistement en France. Hein, on en parlera. Voilà. Alors maintenant, j'arrive à mon troisième point, parce qu'on est en décembre 27. Eh bien, en janvier puis février, il se rend compte qu'il se passe des choses au bureau politique, et en février 28, il s'est rendu compte que la politique de Staline, c'est pas simplement accélérer la production d'armement, mais c'est aussi des mesures exceptionnelles qui vont rendre caduque tout ce qui a été fait sous le nom depuis le début de la NEP. Alors, il va... bon, je ne raconte pas ça, hein, vous savez tous qu'il a échoué, et quand il arrivera au moment du 6e congrès de l'International, c'est en juillet, donc 6 mois après, il est absolument trop tard. Tous les commentateurs du 6e congrès de l'International ont vu que l'influence réelle de Boukharine sur les résultats du congrès est nulle. Alors que tous ces discours représentent 300 pages imprimées. Il y en a 8 discours. Il est probable qu'on ne l'écoutait pas, il est certain que son message a été immédiatement mis à la trappe. Pourtant, il avait mis en place deux éléments. Non, ça Ça va, c'est bon. t'inquiète pas. Il avait mis en place, à mon avis, deux éléments pour essayer de mettre des bâtons dans les roues à Staline. L'un visait à relativiser l'urgence de la militarisation et l'autre à installer le socialisme de marché durablement et universellement dans la doctrine de la transition vers le socialisme. Alors, le premier point, comment étayer l'hypothèse d'une assez longue période de coexistence pacifique des impérialismes entre eux et avec l'État soviétique. Ça se trouve dans, si on veut faire les choses plus simplement, ça se trouve dans le récit qu'il propose de l'histoire récente en 3 périodes. Donc depuis 1914, il y aurait eu 3 périodes, vous avez dû entendre ça. Après la première vague de guerre et de révolution, il y a eu un reflux. Ça, c'est les 2 premières périodes. Mais depuis 1926, il y a un renforcement économique général, une période d'édification. C'est le mot qu'il emploie. Et l'équilibre possible est différent. Donc il y a eu un déséquilibre en faveur des révolutionnaires, ensuite en faveur des capitalistes, et maintenant il y a un équilibre nouveau possible. C'est ça la 3e période. Et cet équilibre, soutient Boukharine, ne peut pas disparaître du jour au lendemain. C'est ce qu'il dit aux délégués chinois. La 3e période pourrait être assez longue. Et il dit, nous en avons discuté dans la délégation du parti soviétique, et la délégation est d'accord avec moi. Ce sont 2 petites phrases qui apparaissent comme ça, qui sont assez... et qui indiquent, je crois très clairement qu'il voulait qu'on dise qu'on avait du temps. Et il admet donc un peu plus la stabilité de la structure des impérialismes et des relations internationales.
Cependant, bien sûr, il reste certain que les formidables contradictions intérieures et extérieures feront sauter la forme capitaliste de la société au cours du prochain cycle de guerre et de révolution. Voilà. Et il y a un symptôme, il y a un signe très net qu'il y a quelque chose effectivement de nouveau, c'est que apparaît un nouveau terme dans le discours de Boukharine. C'est le terme de crise générale du capitalisme. Et cette expression est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'englober comme un équivalent général toutes les sortes de crises qu'on a évoquées depuis le début de la Révolution et même le début de la guerre de 14. Des crises, des déclins, des décadences, enfin, il y a un vocabulaire infini, donc qui a servi à nommer chaque épisode, chaque aspect de l'histoire. Et Boukharine ajoute un terme nouveau. Il parle de crise latente. Latente. Donc, en fait, elle n'a pas lieu. Et cette nouvelle variante, elle aussi se trouve, est intégrable dans cette idée de crise générale. Je le traduis comme ça. Il pourrait n'y avoir aucun signe de crise dans le monde capitaliste. Il n'en est pas moins porteur, parce qu'il a atteint le stade impérialiste, des causes d'une nouvelle vague de guerre et de révolution, donc de la crise. Le capitalisme, c'est toujours la crise. Et là, Boukharine a cet avantage d'avoir trouvé la manière de le dire. Crise générale du capitalisme. Et la formule aura un grand succès. Sur le deuxième point, le problème que Boukharine a, mais il ne peut absolument rien dire, puisqu'il y a la discipline la plus féroce, c'est que l'alliance donc, des petits paysans producteurs des campagnes et le pouvoir prolétarien est menacée donc, par les mesures extraordinaires de Staline. Elles sont non marchandes et elles sont assez violentes. Et elles le seront de plus en plus. Donc, il faut introduire un antidote dans le programme, et il le fait d'une manière tout à fait claire. C'est un antidote, bien sûr, doctrinal et théorique, vous vous en doutez ce que c'est. Les relations de marché et la concurrence, contrôlées par l'État prolétarien, sont des formes nécessaires de liaison économique lorsque l'économie en transition vers le socialisme inclut un grand nombre de petites unités de production. Donc on n'aurait jamais pensé à des mesures extraordinaires dans ce cas-là. Oui, et alors ce qui est amusant, c'est qu'il il donne le remède deux fois dans le programme. Une première fois, dans un paragraphe sur la politique économique des pays qui passeraient au socialisme. Alors, ils ont tous de petites unités de production, donc au premier degré de leur développement, ils doivent adopter les relations de marché. À partir de là, la grande industrie des États socialistes, en utilisant les relations marchandes, entraînera la petite production dans l'orbite de l'économie socialiste. Alors, il y a évidemment une exception pour ces pays qui passent au socialisme, c'est en cas de guerre. En cas de guerre, la dictature du prolétariat doit organiser rationnellement la consommation en vue de la défense. Mais ce communisme de guerre n'a aucune raison d'imiter les sottises, dit Boukharine dans son exposé oral, qui ont été commises en Russie entre 18 et 21. Et dans le texte du programme, il est marqué que jamais le communisme de guerre ne peut être un système normal. Donc ça, c'est le premier élément. Le socialisme de marché, ça doit durer longtemps. Et le programme contient un autre paragraphe sur la période future où le monde entier serait engagé dans la transition vers le socialisme. Et il y aura dans ce monde des centres industrialisés prolétariens, il y aura peut-être quelques pays capitalistes résiduels, et il y aura des pays colonisés où il n'y a aucune classe ouvrière. Et il y a une petite phrase qui dit, s'ils font une révolution anti-impérialiste, ces pays pourront évoluer vers le socialisme sans passer par le stade du capitalisme, si une aide effective et puissante leur est apportée par les pays de la dictature prolétarienne.
Et alors, il y a un dixième du rapport de Boukharine est consacré à cette phrase. Un dixième. Et il essaye de montrer la musique de l'avenir. Et dans un monde futur, donc, il y aurait un centre industrialisé prolétarien qui dominerait le monde et qui, il emploie exactement les mêmes mots que dans l'autre partie, utilisant les relations marchandes, entraînerait toute une périphérie paysanne dans l'orbite de son influence et lui ferait brûler la phase capitaliste. Voilà les deux obstacles qu'il allait tenter de mettre. Je peux pas. Non, mais termine. Non, mais j'ai pas de conclusion véritable, sinon que. Enfin, oui. Pas de conclusion véritable. J'en ai tout de même une question, qui est celle-ci. Boukharine est l'auteur de tous les projets de programme et du dernier programme de l'Internationale communiste. Alors, il n'y a pas que lui, il a été amendé, mais il y a énormément de choses qui sont tout à fait significativement boukhariniennes là-dedans. Énormément. Et je me demande quelle trace ça a laissé. Parce que. Alors, c'est ça. J'ai le seul dans. Et effectivement, il y a une lecture de Boukharine chez les Chinois qui est assez intéressante.